A-t-on besoin de la bourgeoisie pour faire la révolution? Alors, c'est une idée qui est très répandue de dire qu'on a besoin des bourgeois pour faire un mouvement révolutionnaire réussi. Alors, historiquement, oui, il y a toujours eu des bourgeois quelque part. Par exemple, Friedrich Engels. Voilà, il y en a eu. La question, c'est à quelle place ils sont. Et encore une fois, comme tu le disais, ça dépend aussi quel est le besoin. On a eu besoin, pendant un temps, tout un moment, le mouvement ouvrier a eu besoin de gens lettrés, tout simplement, pour pouvoir théoriser, communiquer, etc. Mais c'est plus le cas, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans une société de gens très diplômés, quelles que soient les catégories sociales, globalement, tous les, on va dire, les besoins fondamentaux pour lire, écrire, communiquer sont globalement bien répartis dans la société. Donc moi, je dirais qu'on a moins besoin des bourgeois qu'avant, d'autant que les bourgeois n'ont pas le monopole, d'ailleurs, de l'intelligence. Et ça, je pense que le problème, c'est qu'à gauche, on a toujours ce sentiment que quelque part, on a besoin de gens très intelligents, et que les gens très intelligents, c'est plutôt des gens qui ont fait des grandes écoles. Alors ça, tu l'entends beaucoup à gauche, tu l'entends dans la bouche de Jean-Luc Mélenchon, etc. Et moi, je pense que c'est problématique, cette histoire d'intelligence, parce que la politique, mener une politique révolutionnaire, c'est pas tant une affaire d'intelligence que d'intérêt de classe. Il faut que les gens qui ont des intérêts de classe communs s'unissent et arrivent à agir ensemble, donc de façon stratégique, unifiée, etc. Ça, pour moi, ça ne requiert pas des compétences qui sont délivrées dans les grandes écoles. Bien au contraire, d'ailleurs. Et là, ce qui me va moins maintenant, c'est qu'effectivement, pendant tout un temps, il y a toujours eu, par exemple, des intellectuels issus de formations sélectives qui gravitaient autour des organisations politiques comme le Parti communiste. Mais par exemple, le Parti communiste dans les années 30-40, c'était un parti ouvriériste qui privilégiait l'origine sociale ouvrière de ses leaders et qui voulait pas être dirigé par des bourgeois. Et c'est plus du tout le cas maintenant. Le Parti communiste français, c'est un parti d'élus, de familiaux. Hein, c'est des dynasties qui se reproduisent dans le temps. Ils ont plus rien d'un mouvement ouvrier. Et en fait, c'est pareil de la plupart des organisations politiques de gauche. La France insoumise, c'est vraiment un mouvement de diplômés de Sciences Po Paris. Ces cadres en font partie. Ça ne veut pas dire qu'ils viennent de la grande bourgeoisie, mais ils viennent plutôt de ce qu'on appelle la frustration, la sous-bourgeoisie, c'est-à-dire la classe intermédiaire entre bourgeoisie et classe laborieuse, celle qui possède des capitaux culturels et qui est plutôt formée par la bourgeoisie et se situe au service d'eux. Et je trouve que actuellement les mouvements politiques de gauche et certains mouvements sociaux même sont monopolisés par ces catégories-là. Et ces catégories-là, faut pas qu'elles disparaissent. Bien sûr qu'elles peuvent, enfin chacun peut apporter des trucs utiles à la lutte, mais la question c'est la place à laquelle on se met. Et je pense qu'on aurait besoin de mouvements ouvriéristes. Le mouvement des Gilets jaunes, c'était pas mal ça finalement. C'était un mouvement qui avait une autonomie de classe forte, c'est-à-dire que c'était les classes laborieuses par elles-mêmes, une certaine fraction d'ailleurs, pas toutes, qui s'organisaient ensemble, qui refusaient tout leader. Et donc moi, à travers le mouvement de Gilets jaunes, je vois bien qu'il y a une appétence pour ça et que les gens n'ont pas envie d'avoir un prof au-dessus d'eux, quoi, qui leur dit quoi faire et qui leur délivre des grandes leçons. Or, j'ai l'impression qu'à gauche, les gens adorent la figure du prof. Alors, peut-être parce qu'ils en font beaucoup partie et que c'est des gens assez scolaires qui ont plutôt été des bons élèves. Donc, ils ont un rapport aussi scolaire à la politique et ils pensent que il suffit d'être quelqu'un de cultivé pour être quelqu'un de bien. Or, il n'y a aucun rapport entre les deux. Donc, moi, je dirais méfiance avec ça, quoi. Faut arrêter de se dire qu'on a besoin des bourgeois pour avancer. On a déjà tout ce qu'il nous faut pour avancer. On n'a pas besoin de rallier des bourgeois ou même encore plus de sous-bourgeois qu'actuellement. Il y en a bien assez, je dirais. Toujours, moi je fais bien la distinction entre la bourgeoisie et la sous-bourgeoisie. Hein. La vraie bourgeoisie, les propriétaires des moyens de production, ils sont pas dans les luttes. Hein. Ou alors il y en a très peu. Si certains grands éditeurs de gauche, par exemple, viennent vraiment de la grande bourgeoisie, il y en a quand même dans les journaux, etc. Il y a des mécènes de gauche, c'est vrai, mais ça reste assez marginal. Non, ce qu'on voit partout, c'est la sous-bourgeoisie, c'est-à-dire les gens diplômés des grandes écoles qui, je dis diplômés des grandes écoles parce que quand même ça permet de définir une classe sociale, parce que pour le coup, les diplômés des grandes écoles en France, c'est pas n'importe qui. Hein. La part des ouvriers, des enfants d'ouvriers, d'employés et de professions intermédiaires est très faible. C'est vraiment plutôt des enfants de médecins, de professions libérales, d'universitaires, etc. Donc, pour moi, c'est cette classe-là qui domine les organisations politiques de gauche à l'heure actuelle. Et c'est un problème parce que du coup, si on revient à l'exemple de Mitterrand, que j'aime bien garder en tête parce qu'il faut en tirer les leçons, c'est qu'on voit que le Parti socialiste des années 80, c'est un parti socialiste embourgeoisé. Et du coup, ils ont eu d'autant plus de facilité à renoncer à leurs revendications qu'il n'y avait aucun ouvrier dans leur rang pour leur dire qu'ils étaient en train de trahir. Voilà.
Et donc pour moi, ça reste l'exemple. Si on veut un vrai changement de société qui bénéficie à tous, il faut que le mouvement qui le mène soit représentatif de cette société-là et de ceux qui vont en bénéficier. Parce que sinon, la sous-bourgeoisie et la petite bourgeoisie, mine de rien, elle a toujours des intérêts, un mode de vie qui fait que globalement, elle n'est pas tout à fait prête à y renoncer. Elle est parisienne, elle est diplômée, elle a accès à des revenus importants. C'est quand même aussi quelque chose. Et donc, elle n'est pas forcément prête à ce que tout vaille dingue, quoi. Et ça, pour moi, c'est un problème. Un bon militant révolutionnaire, il est prêt à ce que tout vaille dingue, et donc il fait en sorte de pas être dans un train de vie et dans un mode de vie qui l'enchaîne quelque part aux délices de la société capitaliste, dans la mesure du possible.